Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour des Flandres masculin. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, le résumé du jour, coureur top, bonnet d'âne, également dans cette vidéo sur la course masculine. J'appelle qu'il y en aura une autre sur la course féminine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Du côté des commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et booster cette vidéo. Je rappelle que c'est la dernière de la semaine. Donc s'il vous reste encore des boosts, vous pouvez les utiliser ce soir sur cette vidéo. Bon, on commence tout de suite avec ce Tour des Flandres. Moi, je trouvais que c'était une belle édition du Tour des Flandres. Certes, sur la fin, ça manque un peu de suspense. Mais bon, voilà, il y a un coureur qui est au-dessus, mais pendant 100 km, on a vu du beau spectacle. Pour moi, il y avait un suspense parce que, pas pour la victoire, mais il y avait un suspense de se dire, est-ce que Remco Evenepoel va être en mesure d'aller chercher Van Der Poel? Que va faire Van Aert? Je dirais pour les places pour le podium, il y avait quand même des choses très intéressantes. Est-ce que Fagundes va rester dans le top 10? Bon, il a bien craqué sur la fin, Fagundes. Mais il y avait, je trouve, du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disent, là j'ai regardé un peu Twitter, j'aurais pas dû regarder Twitter avant de faire la vidéo. Mais t'as des mecs qui disent, Pogacar tue le cyclisme. Bah c'est sûr que si tu regardes le cyclisme que par le prisme de la victoire, bah déjà tu rates beaucoup de choses, ça veut dire que tu comprends pas le cyclisme. C'est comme les mecs qui, sur le Tour de France qui s'intéressent qu'au maillot jaune. Vous savez, il y a des classements annexes, hein. C'est intéressant aussi, les bagarres pour les classements annexes ou pour les victoires d'étape. Ça me rappelle, pour tout vous dire, à chaque fois ce genre de choses, je vais ressortir l'anecdote parce qu'elle restera à vie. Je me rappelle quand on est sur le Tour de France, donc 2022, où Pogacar domine sur l'étape de la super planche des belles filles. Et je me souviens, il y a plein de mecs dans les commentaires qui disent à la fin de cette étape-là, ça y est, j'arrête de regarder le Tour de France, c'est fini, voilà, Pogacar est intouchable. 3 jours après, c'est l'étape où il craque complètement et Vingegaard s'impose et le bat. Comme voilà, faut toujours se méfier quand même de certaines choses qui paraissent comme ça au-dessus du lot et au bout d'un moment ça peut s'arrêter et ça peut s'arrêter même pour Pogacar. Et surtout, moi, comme je dis tout le temps, il y a d'autres choses à regarder dans le cyclisme. Il n'y a pas que la victoire qui gagne. Là, la bagarre pour le podium, elle était très intéressante pendant de nombreux kilomètres. Et puis même, on a vu du beau spectacle aujourd'hui. Enfin, la course qui se déclenche à 100 bornes de l'arrivée à un endroit où moi je m'attendais pas à ce que ça se déclenche à cet endroit-là. Les coureurs échappés, certains qui ont essayé de s'accrocher, même la bagarre pour prendre l'échappée, ça s'est pas fait quand même du premier coup non plus. Il y a eu des choses très intéressantes à regarder. Alors oui, c'est pas la plus grande course de l'histoire, mais je trouve que c'est pas le truc le plus horrible, quoi. C'est pas la plus grosse purge qu'on ait vue dans l'histoire du cyclisme. Donc il y a des mecs qui se disent experts cyclisme et qui arrivent pas à apprécier le spectacle de cette journée. Bon, bah, je crois qu'il faut regarder d'autres sports. Et puis, je rappelle en plus pour ces gens-là qu'il y a aussi un truc qui s'appelle le cyclisme féminin. C'est pas mal, hein, parce que souvent, c'est des comptes qui ne regardent que le cyclisme masculin, vous remarquerez. Et qui oublient qu'il y a un truc qui s'appelle le cyclisme féminin. C'est très intéressant, le cyclisme féminin. Déjà, parce que si vous n'aimez pas Pogacar, il n'y a pas Pogacar. Après, des fois, il y a quand même une Pauline Ferrand-Prévot qui domine. Pour certains, ça les gênait pas sur le dernier Tour de France. Ils ne prennent pas de plaisir avec Pogacar, mais ils prennent du plaisir avec Pauline Ferrand-Prévot. Bon, voilà. Derrière, parfois, il faudrait nous expliquer. Et puis, un mec qui domine dans un sport, ça arrive. Il y a eu des mecs qui ont dominé. Cancellara, par exemple, à une époque, sur les pavés, Cancellara était intouchable. Cavendish, sur les sprints, à une époque, il était intouchable. Vibes, sur les sprints aujourd'hui, elle est intouchable. Ça fait partie du sport. Il n'y a pas toujours une densité si énorme que ça. Parfois, des mecs qui arrivent à être au-dessus du lot, qui dominent. Ça arrive dans plein de sports. Vous savez, je pense que certains fans de natation, quand ils regardent du 400 mètres 4 nages avec la domination de Léon Marchand, ils prennent pas forcément du plaisir à chaque fois quand ils sont supporters des Américains. Oui, mais bon, bah, ça fait partie du sport aussi d'avoir des dominations. Ou dans plein d'autres sports. Le handball à une époque en France, quand on gagnait tous les matchs, je pense que certains supporters de la Croatie devaient en avoir marre. Bon. Deuxième chose.
avant d'entamer le résumé. Il y a un jour, quand même, faudra expliquer à certains supporters belges que Van Der Poel a pas tué leur mère. Non, parce que quant au dernier passage du vieux Quarmont, j'entends encore des huées sur Van Der Poel. Voilà, ça commence à être un peu fatigant. C'est-à-dire que là aujourd'hui, enfin, je comprends pas les huées sur Van Der Poel. Encore aujourd'hui, quoi. De toute façon, j'ai jamais compris les huées sur Van Der Poel de la part des Belges, mais parce qu'il a battu votre petit protégé, qu'on arrête un petit peu le supporterisme basique qu'on a dans le football, qu'on prenne du plaisir. Oui, bah Van Aert des fois a été battu par Van Der Poel, mais bon, il lui a pas mis des coups de coude, il l'a pas fait tomber dans le caniveau aussi pour le battre. Donc à un moment, voilà, les huées sur, il y en a eu hein, vraiment dans le dernier passage il y avait vraiment des huées au passage de Van Der Poel. Là aussi, ça commence à être pénible, je dirais, en 2026, d'avoir ce genre d'attitude. Il y a 3 choses que je comprendrai jamais avec vous les Belges. Je vous le dis, il y a 3 choses. J'ai retenu 3 choses. 1, les huées sur Van Der Poel. 2, le fait que avec certains Belges, hein, je précise, pas avec tous les Belges, il y a des gens qui sont très intelligents, qu'on fasse pas une généralité. Mais il y a 3 choses pour vous faire rire. De 1, les huées sur Van Der Poel. De 2, la Coupe du Monde 2018, il faut tourner la page quand même. Oui, on peut gagner un match de foule en jouant moche, comme ce qu'avait fait l'équipe de France en 2018. 3, pourquoi vous faites que des chocolats fourrés? Ça, c'est quand même, je trouve ça ignoble, les chocolats fourrés. Vous faites que des chocolats fourrés. Vous pouvez pas faire des chocolats vides, dedans, vides, pas fourrés, pas avec une crème, une liqueur, un truc, c'est ignoble. Je supporte pas les chocolats fourrés à la praline, enfin fourrés pralinés ou ce genre de truc. Et tous les chocolats belges sont fourrés, nom de Dieu. Donc c'est chiant. Alors ils sont moins chers que les chocolats français, hein, quand vous allez dans des magasins. C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers, mais c'est chiant quoi. Vous pouvez pas faire. Alors vous faites des truffes qui sont pas mauvaises, mais il y a quand même des trucs. Chocolat fourré, ça m'énerve. Voilà, il y a 3 trucs qui m'énervent en Belgique. Bon, on commence tout de suite avec le résumé du jour. Ça commençait par dès la ligne de départ avec cette chute inexplicable de Oliveira qui s'est foutu une gamelle. En plus, il a eu de la chance de pas se faire une clavicule, parce que c'est vraiment la gamelle con. Je sais pas, il s'est pris les pieds dans le tapis, enfin catapulté en l'air. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Donc dès le départ fictif. Bon, ensuite, il n'y a pas eu d'autres problèmes dans le départ fictif. Pas mal de soucis techniques en début de course, notamment pour Fabian Ninard, avec une crevaison pour Zukowski. On a eu également Brennan qui avait des soucis de radio notamment. Et puis l'échappée, elle s'est formée à la sortie de Saint-Nicolas. C'est vrai que Jackie Durand avait dit, la sortie de Saint-Nicolas, c'est un peu technique. Donc après 28 km de course, à 250 km de l'arrivée, une grosse échappée, avec notamment Sylvain Didier. Sylvain Didier, le Suisse. On avait Camille Gradec du côté de la Bahreïn. Donc Camille Gradec, donc ça veut dire que derrière Mohoric et Segart. Lamparty pour la EF, où derrière on avait Volgren et Asgreen. Connor Swift, Van Boven pour la Lotto, 2 porteurs pour Jayco, Vandenberg, mais c'était le Vandenberg de la Picnic, Zamperini du côté de la Cofidis, avec Frison, Fagundes et Sambayar du côté de l'équipe Burgos, qui a été donc visible, plus visible même que la Total par exemple, et puis Vercouilly et De Vries du côté de l'équipe Unibet. On se retrouve donc avec ces 13 coureurs à l'avant de la course et très vite ils vont prendre de l'avance, 1 minute 20 après une dizaine de kilomètres, et puis ça montera à 3 minutes à 220 km de l'arrivée. Entre-temps, on aura la chute de Florian Dauphin du côté de la Total Energy. À ce moment-là, bim bam patatras. Alors pas pour les échappés qui traversent un passage à niveau sans aucun problème, mais pour le peloton, qui va se retrouver à être coupé en 2. Alors, il y a quand même des coureurs qui sont passés feu rouge. On verra s'il y a des sanctions ce soir. Mais normalement, il devrait y avoir des sanctions, notamment des cartons jaunes. Pogacar, moi j'ai des doutes qu'il ne soit pas passé alors que le feu rouge était déclenché. J'espère qu'il y aura des sanctions, qu'on dira pas « Ah, on peut pas sanctionner les mecs », parce que c'était quand même hyper dangereux.
Voilà, il y a vraiment des mecs qui sont passés les barrières à se rabaisser. Normalement, c'est disqualification. Alors avec les nouvelles règles maintenant et les cartons jaunes, je ne sais plus si c'est encore disqualification, mais j'espère qu'il y aura au moins des cartons jaunes pour ces coureurs-là. Notamment, il y a un Uno X qui est passé vraiment limite, et je pense que chez UAE, tous sont pas passés au bon moment. Peloton coupé en deux, donc on fait ralentir la première partie du peloton, qui doit attendre la deuxième partie du peloton, ce qui permet à l'échappée de prendre 5 minutes 30 d'avance à 200 km de l'arrivée, et avec l'énervement de Berg du côté de la UAE. Je sais pas pourquoi il s'excitait comme ça, parce que Pogacar était extrêmement détendu, et lui s'excitait avec notamment le mec qui était dans la voiture numéro 1 de direction de course, et avec un des régulateurs également. Je sais pas pourquoi il s'énervait autant. 5 minutes 30 à 200 km de l'arrivée, écart qui va se stabiliser pendant 50 km. On va tourner autour des 5 minutes, même un peu plus qu'une cinquantaine de kilomètres. On arrive dans le vieux Quarmont pour le premier passage, à 135 km de l'arrivée. Chute de Douglas et de Aleno. Et puis, à ce moment-là, l'écart est encore de 5 minutes pour les hommes de tête. Vermersch, lui, va avoir un problème, Gianni Vermersch, pas Florian, va avoir un problème à 121 km de l'arrivée. Puis on aura la chute au pied du Heikenberg de Cosnefroy. Et au même moment, on a Connor Swift dans l'échappée également qui tombe. Mauvaise idée de triturer sa radio et de n'avoir qu'une main sur le guidon quand on prend un virage sur les pavés. C'est pas l'idée du siècle qu'a eu Connor Swift, qui s'est fait une belle gamelle à ce moment-là. Et Cosnefroy, lui, est tombé donc au pied du Heikenberg et ne repartira pas. À ce moment-là, mauvaise nouvelle pour la UAE, en sachant que du côté de la Red Bull, on avait perdu également Driesners, qui avait abandonné en début de course. On ne connaît pas la raison de l'abandon de Jared Driesners. On arrive à 113 km de l'arrivée. Première accélération de Laporte avec Vermersch. On a également un Groupama. Je crois que c'était Madouas qui tente d'accélérer, parce qu'il avait un écarteur de nez. Et je crois me rappeler que sur À travers la Flandre, il avait le même écarteur de nez. Madouas. Donc voilà, ces trois coureurs-là qui essayent d'anticiper à 113 km de l'arrivée, mais ça ne marche pas. Et Hagenes, lui, a un problème mécanique. Le coureur qui était en forme du côté de la Visma Leasebike. À 110 km de l'arrivée, on aura l'accélération de Thomas Kopecky du côté de la Unibet. Ça ne durera pas très longtemps, et puis on arrive au Molenberg, et là, problème mécanique pour Abrahamsen, obligé de changer de vélo. Et c'est le mauvais moment, parce que le peloton commence à se tendre énormément, ce qui va même provoquer la chute de Klukers, qui a une crevaison roue avant, et surtout, on va avoir un gros rythme dans le Molenberg, et au sommet du Molenberg, un peloton de 16 coureurs arrivera à sortir, et en gros, au Molenberg, c'est-à-dire à plus de 100 km de l'arrivée, on est à peu près à 104-103 km de l'arrivée, pour 80% du peloton, on ne les verra plus de la journée. C'est ça qui est dingue, on ne les verra plus. C'est-à-dire qu'ils seront pas présents à l'écran. Ce qui est terrible quand même au niveau de la visibilité pour ces coureurs-là, mais ils seront invisibles jusqu'à la fin de journée, quasiment. Donc gros rythme dans le Molenberg, on se retrouve à avoir un peloton de 16 coureurs, et à ce moment-là, à 100 km de l'arrivée, les échappés n'ont plus que 2 minutes 23, c'est-à-dire qu'en 30 km, on est passé de 5 minutes à 2 minutes 23. C'est pour vous dire quand même le rythme a été assez intense dans cette portion-là de course, et le peloton débattu est déjà à plus de 30 secondes après 4 à 5 km. 91 km de l'arrivée, très forte pluie, ça va durer pendant 3-4 km, mais vraiment une averse intense. On se dit à ce moment-là, est-ce que ça va être mouillé sur les pavés? Et au final, les pavés étaient plutôt secs, notamment sur la fin de course. 85 km de l'arrivée, il y a 45 secondes entre le groupe numéro 1 d'échappés et donc le peloton de 16 des favoris. Le peloton débattu, lui, est déjà à 1,55. C'était déjà à 1 minute 10. Autant vous dire qu'il n'y a plus aucune chance pour ces coureurs-là, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'entente. On voit un moment les Groupama, puis un autre moment les Flanders, un moment les Pinarello, mais il n'y a pas vraiment de grande entente. Et à 78 km de l'arrivée, l'échappée matinale est reprise
par le groupe de 16 qui nous donne un groupe de 28 à l'avant. Et le peloton battu est à 1,20, donc n'arrive absolument pas à rentrer. 75 km de l'arrivée, les premiers membres de l'échappée matinale commencent à être lâchés. C'est le cas notamment de Frison, c'est le cas de Vercouilly, mais également de Sylvain Didier qui n'aura pas apporté énormément au final à Van Der Poel, également le cas de Vries. À 65 km de l'arrivée, on a une légère accélération de Florian Vermeersch chez Pluimers. Tout de suite, les Visma, notamment Christophe Laporte, font l'effort pour rentrer, pour éviter que ce petit groupe s'échappe. 60 km de l'arrivée, 1,40 entre le peloton des favoris et le peloton numéro 2. Et puis, on attaque le vieux Quarmont. Et là, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Le top 4, le Big Four, les 4 fantastiques sur ce type d'épreuve, eh bien, se sortent tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu match. C'est-à-dire que tout de suite, on a eu eh bien Remco Evenepoel, on a eu à la fois Van Der Poel, Pogačar et Wout van Aert qui arrive à sortir. Pedersen est juste derrière, mais voilà, n'arrive pas à rentrer. Et puis dans le Paterberg, ensuite, eh bien Van Aert va lâcher. En fait, il va même pas lâcher au Paterberg, il va lâcher déjà au vieux Quarmont. Et puis dans le Paterberg, c'est Evenepoel qui va lâcher dans le premier passage du Paterberg. Alors, il va pas être loin, hein. Il va revenir à 5-6 secondes, mais il n'arrivera jamais à rentrer sur Van Der Poel et Pogačar. Et puis, dans le troisième passage du vieux Quarmont, et bien là, Van Der Poel est lâché par Pogačar, mais de toute manière, ça faisait quand même de nombreux kilomètres qu'on se disait qu'il n'y avait pas vraiment match entre les deux dans le final de cette course. Donc, pas trop de problème au final pour Pogačar sur cette victoire du Tour des Flandres, où il égalise avec Van Der Poel, hein, c'est-à-dire que l'an prochain, il peut y avoir un match quand même pour savoir qui sera le recordman de victoire sur le Tour des Flandres, mais ce soir, quand même, Van Der Poel a pris une grosse peignée en pleine tête sur ce Tour des Flandres, parce qu'il y avait quand même un monde d'écart entre les deux dans le final. Et dès qu'il a accéléré, en gros, Pogačar... alors, il a tout mis, hein, Pogačar, parce qu'il savait aussi... Pourquoi enfin, moi, je me méfie quand même de l'allure. Mais c'est vrai qu'il en mettait beaucoup dans le mur de Grammont, parce qu'il savait qu'ensuite, le final était vent d'eau. Donc, en gros, à part grosse défaillance... Voilà, il n'y aurait pas de souci derrière Van d'eau, on reviendrait pas sur lui. Donc il savait que c'était là où il fallait faire l'effort. Après, il était grimaçant, je suis pas convaincu qu'il était plus grimaçant que d'autres, que dans la Ciprezza, par exemple, l'an dernier. Donc voilà, c'est pas... Vous savez, je me méfie souvent de l'attitude des coureurs parce que je viens de la génération Vauclair. Voilà, s'il y avait bien un mec qui arrivait à tricher très facilement et à faire des grimaces dans tous les sens, c'était quand même Thomas Vauclair, pour induire ses adversaires en erreur. Donc là, est-ce qu'il était vraiment à fond complet? S'il était à fond complet, il aurait craqué dans la dernière ligne droite. Donc je pense qu'il maîtrisait son effort. Il s'est juste dit à ce moment-là, je mets tout. Parce que après, je sais que derrière, même si je suis légèrement haut en rythme cardiaque, trop par rapport à d'habitude, je suis vent d'eau. Donc on ne me reviendra pas dessus. Dans les derniers kilomètres, je serai tranquille. Bon, et bien voilà, je crois qu'on a fait le résumé de cette course. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, eh bien, on commence avec Pogačar. Hein. Il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. Il a maîtrisé en fait complètement le scénario de la course quand on regarde. L'accélération au Molenberg, avant le Molenberg, c'est UAE. À chaque fois, ils ont eu un temps d'avance. C'est pas compliqué, et notamment l'avantage d'avoir Vermeersch. C'est vrai on le disait, hein, Vermeersch qui était très fort quand même sur cette campagne de classique flandrienne, ça a été un réel avantage pour Pogačar. De toute façon, les deux Vermeersch ont été intéressants pour leurs leaders respectifs, que ce soit Remco Evenepoel pour Gianni Vermeersch, mais également Florent Vermeersch pour Pogačar. Le travail qu'a fait Vermeersch au Molenberg, la cassure quasiment au bas du Molenberg, parce que en gros,
le peloton est déjà quasiment fracassé en bas du Molenberg, ça se fait presque sur un coup de bordure, et après les mecs ils sont déjà à 100% à ce moment-là, c'est Vermersch. Et ensuite après derrière Pogacar, en gros il a complètement maîtrisé son sujet derrière. En fait c'est ça qui est fort, c'est que à la fois Pogacar, mais en même temps son équipe n'a jamais été mise en difficulté. Parce que en partant à 100 bornes de l'arrivée, ils ont coupé tour à toute possibilité d'anticipation. Et de toute manière, l'anticipation, alors certes c'est la porte qui accélère à 113 km de l'arrivée, alors au départ même c'est pas la porte, c'est le Groupama qui accélère en premier. Il y a la porte qui suit, sauf que dans la roue de la porte c'est Vermersch. Donc ils ont coupé tour à court à toute possibilité d'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a eu zéro possibilité pour un coureur, à part s'il partait dans l'échappée matinale, mais avec quand même très peu de chances que ça aboutisse, parce que on n'est pas sur Paris-Roubaix. Sur le Tour des Flandres, prendre l'échappée matinale, ça veut dire une grande journée de souffrance, et la possibilité de gagner en prenant l'échappée matinale, bah ouais, à part Jackie Durand, c'est pas arrivé tant que ça quand même dans l'histoire, hein. Alors que sur Paris-Roubaix, même sur les 25 dernières années, c'est arrivé à plusieurs reprises. Parce que Paris-Roubaix, c'est plus plat. Là, il y a quand même des difficultés sur le parcours. Donc Pogacar n'a jamais été mis en difficulté. Aujourd'hui, il n'a jamais été mis en difficulté. Je l'avais dit de toute manière lors de ma présentation, j'avais dit, moi je mettais quand même Pogacar favori. J'avais dit, je me méfiais s'il pleuvait sur l'habilité technique qu'a Van Der Poel, que l'écart entre les deux soit légèrement repris. Sauf que là, les pavés étaient plutôt secs, et que Van Der Poel a jamais véritablement été en mesure d'aller gêner Pogacar. Et ce qui est même terrible pour Van Der Poel, c'est qu'on a l'impression qu'il se méfiait plus de Remco Evenepoel que de Van Der Poel. C'est-à-dire que l'adversaire numéro 1, j'avais quand même l'impression que c'était Remco Evenepoel, c'est-à-dire que je dirais pas qu'il ne calculait pas Van Der Poel, mais que c'était pas forcément sa priorité. C'était pas forcément le mec qui lui faisait le plus peur. C'est ça qui est quand même inquiétant pour Van Der Poel. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais oui, Pogacar, au-dessus. Au-dessus. Pour moi, il a jamais été véritablement inquiété. Il avait une marge de sécurité sur ses adversaires. Aujourd'hui, il avait une marge de sécurité sur ce parcours-là, mais en même temps, c'est un parcours qui correspond extrêmement bien à ses qualités. Dans les monuments, il y a quand même 3 monuments qui lui correspondent très bien, et 2 autres où c'était un petit peu plus compliqué. Les 2 où c'est un petit peu plus compliqué, c'est Milan-San Remo, Paris-Roubaix, parce que le parcours correspond moins à ses qualités. Les 3 où ça correspond à ses qualités, Tour de Lombardie, Liège et le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, ça correspond à ses qualités, hein. De puncher du côté de Pogacar. Et puis après, de toute façon, c'est lui qui maîtrisait le scénario. Ils ont maîtrisé toute la journée. Ça a été une maîtrise totale. Et pourtant, ils maîtrisent, alors, on a vu un peu Cosnefroy avant sa chute. Morgado, par exemple, on le voit pas de la journée. Morgado. Il y a des coureurs qu'on n'a pas vus chez UAE. Et pourtant, j'irai à 3 ou 4, ils ont complètement maîtrisé le scénario. C'est-à-dire qu'ils avaient une marge aussi collectivement sur leurs adversaires. Et ça, c'est pas très rassurant. Mais pour certains coureurs. Mais oui, aujourd'hui, pour moi, Pogacar, il était vraiment au-dessus. Mais vraiment au-dessus, aujourd'hui. Il y a vraiment eu aucun souci. Donc bravo du côté de Pogacar, parce que il a enterré les autres. C'est-à-dire que c'est même compliqué de mettre des coureurs en top aujourd'hui. Ça n'a pas été si facile que ça de mettre des coureurs en top, parce qu'on aurait pu en mettre beaucoup en flop. Parce que quand tu regardes, il y a beaucoup de coureurs qui ont été éteints très vite. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Voilà, c'est le suspense pour la victoire qu'a manqué. Après, pour le reste, il y a eu quand même du beau suspense. Et je vais, notamment, pour moi, le deuxième coureur top, c'est Evenepoel. C'est Evenepoel. J'avais dit, lors de ma présentation, j'avais dit, le côté communication m'énervait. Ça, je conserve ce truc-là. Pour moi, le côté communication m'énervait. C'est pas même le côté de l'annoncer à la dernière minute sa participation. Ça, en gros, je m'en foutais. C'était tout le pataquès autour. Comme Red Bull assez chiante. Et surtout, je m'étais dit, surtout s'il se plante. Imagine Remco Evenepoel à 100 bornes de l'arrivée, il est lâché. Il finit 15e. Il fait la même course que Madouas, qui est pas une course horrible, mais une course tout le temps derrière.
qu'est-ce que ça aurait été sur les réseaux sociaux et notamment dans la presse belge. Parce que la presse belge, elle a absolument pas apprécié le coup qu'a fait Remco Evenepoel. Donc je m'étais dit, putain, c'est... Voilà, tout le pataquès autour m'énervait un petit peu parce que je me suis dit, il va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'avais dit top 15, ça serait déjà super. Parce que j'avais le souvenir de Valverde, et qui était au top encore à ce moment-là dans sa carrière, et ça n'avait pas été facile pour Valverde de s'en sortir. Et j'avais le souvenir de d'autres coureurs qui avaient eu du mal au départ avant d'être performants sur les pavés. Sauf qu'il y a déjà eu un élément, moi, qui m'a rassuré ce matin, c'était de le voir extrêmement bien entouré. Il faut le dire, la Red Bull aujourd'hui a fait une superbe course collective pour entourer Evenepoel. Donc ça déjà, ça a été le premier point positif ce matin. On voyait Vermersch, on voyait Tratnik, toute l'équipe était vraiment à son service. Là, je me suis dit, si toute l'équipe est à son service, c'est qu'il y a quand même l'assurance de voilà, qui peut être performant. Parce que je m'étais dit, est-ce qu'un Gianni Vermeersch va vraiment se mettre au service de Remco Evenepoel? Ça, j'avais quand même des interrogations. Et là, tu te dis tout de suite, ah, il y a quand même une assurance, c'est-à-dire que certes, il a été performant dans les reconnaissances, mais qu'à l'entraînement, avec peut-être l'entraînement avec des équipiers, bah, c'est que les équipiers ont vu qu'il était efficace. C'est pas seulement la direction sportive, c'est pas simplement le sponsor, c'est que les équipiers aussi l'ont vu. Ça, déjà, premier paramètre. Deuxième paramètre, bah, c'est sûr que la course qui se décante à 105 km de l'arrivée, ça a évité quand même la course au placement. Alors, c'était pas ce qui me faisait le plus peur avec Remco Evenepoel, c'était pas la course au placement, parce qu'il est plutôt à l'aise dans l'exercice, il s'est rarement fait avoir, par exemple, sur des coups de bordure, Remco Evenepoel. Donc, le placement, c'est pas forcément, c'est pas Roglic, voilà, Remco Evenepoel, ou c'est pas Van Aert, ces derniers temps. Donc, j'avais pas vraiment peur là-dessus, mais j'avais peur, en fait, dans les secteurs pavés, parce que je me disais, si on arrive à 25 ou si on arrive à 100 au vieux Quarmont lors du deuxième passage, s'il est 15e mais qu'il est derrière un équipier d'une autre équipe qui met pied à terre ou qui sera de complet, ça peut être très compliqué de se relancer. Ça, c'était ma peur. Sauf qu'à 16 bornes à 100 km de l'arrivée, t'as déjà plus que les leaders. Donc t'enlèves ce côté-là. Donc nouvelle case de rayé sur les peurs. Et puis après, bah la technique sur le pavé. Sauf que moi je le vois dans le Molenberg, je me dis, ah bah ça passe pas si mal. Alors oui, ça rebondit. Ça rebondit un peu, mais ça rebondit moins que Romain Grégoire. Par exemple, si on doit comparer deux néophytes, ça rebondit beaucoup moins que Romain Grégoire. Moi, pour moi, son gros défaut à Remco Evenepoel, faudra qu'il corrige ça, c'est qu'il emmène gros. On sent qu'il pédale pas en souplesse, hein. Et on l'a vu, et ça se voyait encore plus les kilomètres passaient et plus c'était difficile. Faut qu'il arrive à pédaler beaucoup plus en souplesse. Faut pas qu'il hésite à enlever des dents. C'est vrai que pour tous les coureurs qui démarrent sur les pavés, c'est un truc que beaucoup d'anciens cyclistes disent, faut pas hésiter à emmener moins gros. Il y avait un coureur qui faisait cette erreur-là, c'était Gaviria, qui avait tendance à emmener beaucoup de braquets. Il y avait aussi Viviani qui faisait cette erreur-là, notamment sur les courses de plat. Et Evenepoel, je pense que c'est l'erreur. Voilà, c'est l'erreur, c'est d'emmener un peu gros à certains moments. Après, il se fait lâcher, et là je me suis dit, quand il se fait lâcher, je me dis, même s'il est troisième, est-ce qu'à un moment ça va pas lâcher dans la tête? Parce que Remco Evenepoel, je pense qu'il court quand même surtout pour la gagne. Dans sa mentalité, il court pas pour faire 3 ou 4 d'une course. Voilà, donc je me suis dit, est-ce que ça va pas craquer dans la tête? Il a jamais craqué dans la tête. Et ça, pour moi, c'est très fort. Parce que c'est quand même un coureur qui a tendance parfois à lâcher mentalement, à s'énerver un peu à droite à gauche. Là, absolument pas. Il est resté d'un calme olympien. Et ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction pour Remco Evenepoel. C'est de voir le calme qu'il a eu aujourd'hui. Il a été extrêmement calme. Voilà. Pour moi, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire, je te mets dans les coureurs au top, mais pour moi, c'est excellent ce qu'a fait Remco Evenepoel aujourd'hui. Parce que quand je voyais tout le monde dans les commentaires dire, en gros, en dehors d'un top 5, ça sera pas un bon résultat, je me suis dit, mais Coco, c'est pas la kermesse du coin, hein.
Certains me disaient même, oui, mais tu sais, il avait été performant sur la Flèche Brabançonne. Oui, mais la Flèche Brabançonne, il n'y a pas autant de kilomètres de pavés que sur le Tour des Flandres non plus, hein. Et puis c'est pas le Paterberg non plus. C'est pas le Koppenberg. Je me disais, oh les cocos. Et puis surtout, il n'y a pas 250 bornes, enfin 280 kilomètres de course. La Flèche Brabançonne, c'est 160, 165. Donc t'arrives pas avec le même niveau de fatigue sur les pavés. Je me suis dit, les gars, déjà top 15, ça sera bien. Voilà, et j'aurais été très satisfait déjà d'un top 15 de Remco Evenepoel, hein. Mais là, c'est sûr qu'il a été hyper efficace, mais hyper bien entouré, notamment avec Gianni Vermeersch. Son équipe a fait un super boulot, il faut le dire, hein, aussi, la Red Bull, Borans Grohe, qui avait tendance à pas réussir à taper dedans, bah là, a été performant. Je crois qu'ils en ont 4 dans le top 15. C'est impressionnant le nombre de coureurs qu'ils ont placés dans le top 15, hein, du côté de Red Bull. Et puis le calme qu'il a montré pendant toute la course. Il y a plein de choses qui ont été très satisfaisantes aujourd'hui. Pour moi, voilà, le seul défaut, je dirais, c'est le fait qu'il emmène un peu gros dans les pavés. Donc là, il y a peut-être un travail à trouver sur le bon braquet, optimiser le braquet, peut-être optimiser également la pression dans les pneus, parce qu'il avait tendance parfois à un peu rebondir, mais c'est peut-être aussi la technique sur les pavés qu'il doit encore travailler pour éviter ce phénomène-là. Et puis, dans les descentes, il n'a pas perdu de temps aussi. Notamment dans la descente entre Vieux-Coirmont et Paterberg, il en reprend même un petit peu. Pas Vieux-Coirmont, Paterberg. Après le Paterberg, il reprend un peu de temps dans la descente. Donc là, c'était intéressant. Travailler sur les efforts de 30 secondes. Parce que c'est là aussi où la différence est faite. C'est-à-dire que quand il se fait lâcher, c'est assez net. Dans les 30 premières secondes, c'est là où il se prend un éclat. Enfin, un éclat, c'est là où l'écart se fait. Avec Pogacar et Van Der Poel. Par contre, après 30 secondes, c'est-à-dire sur l'effort 30-45 secondes, l'écart se stabilise. C'est sur les 30 premières secondes que l'écart se fait. Après, l'écart se stabilise. Donc, travailler, je dirais pas sur l'explosivité, mais sur ces efforts-là de 30 secondes, sur cette répétition d'efforts à 30 secondes, là, je pense qu'il y a un truc encore à aller peaufiner. Mais c'est ça qui est intéressant avec Remco Evenepoel. C'est que tu te dis, c'est qu'une première participation, il y a déjà beaucoup de choses qui sont réussies, mais il y a encore des éléments qui sont perfectibles. C'est-à-dire que pour 2027, pour 2028, il va forcément progresser. Pogacar, il va pas forcément progresser. Van Der Poel, il va pas forcément progresser. Van Aert, il peut encore progresser sur certaines choses, mais les autres vont pas forcément progresser. Lui, il a encore une marge de progression qui est énorme. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, il y a 1 minute d'écart, une 20, une 30 à l'arrivée. L'écart va se réduire énormément dans les années à venir. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Par contre, ça va forcément relancer le débat. Remco Evenepoel est-il un coureur de grand tour ou plutôt un coureur de classique? C'est vrai que ce qu'on a vu aujourd'hui, on se dit que c'est plutôt un coureur de classique. Et puis moi, je me dis, là, c'est le Tour des Flandres. Mais il y a un exercice où il pourrait être encore plus efficace pour moi que le Tour des Flandres. Paris-Roubaix. Quand tu vois Paris-Roubaix, ça correspond totalement à ses qualités. C'est plat, il peut emmener du gros braquet, on arrive fort dans les secteurs pavés, alors c'est plus de la maîtrise technique qu'il faudra avoir. Rouler sur le plat, il sait faire, Remco Evenepoel. Pendant longtemps, il sait faire. Quand je vois aujourd'hui ce qu'il a fait aujourd'hui, je me dis, Paris-Roubaix, c'est dans ses cordes, quand même, hein. Il a les qualités pour le faire. Voilà. Donc ça sera peut-être l'objectif désormais de Remco Evenepoel. Troisième coureur top, Stuyven, qui fait 6. Alors c'est sûr que ça n'a pas été le coureur le plus visible, mais je le trouvais vraiment pas mal, moi, parce qu'il y a un moment, Jackie Durand, on trouvait qu'il était un petit peu mal placé. Moi, je trouve qu'il était revenu très vite dans la roue. Je sais plus si c'était dans le 10 out, je crois. Je crois que c'était dans le Berg 10 out, ou dans le mont précédent, dans le Berendries. Oui, à un moment, il est pas hyper bien positionné. C'est peut-être le Berendries du côté de Stuyven. Mais je trouve qu'il a été efficace. Il fait 6e. C'est peut-être même la course pavée la plus réussie du côté de la Soudal Quick-Step cette saison. Ça faisait quelques temps qu'ils n'avaient pas fait un top 10 quand même, hein, sur cette épreuve-là. Ça montre aussi que le recrutement de Stuyven et le fait qu'il soit parti de Lidl Trek, c'était peut-être une bonne idée.
également du côté du coureur belge, parce que là, il a été vraiment excellent sur cette épreuve. Et surtout, bah, on a enfin compris. Il avait fait 10e de Gand et 16e de l'E3. Donc oui, ça a été le coureur qui a été le plus efficace sur ces courses-là du côté de la Soudal Quick-Step. Mais surtout, on a enfin compris que Magnier, pour le moment, sur ce type de course, était un peu tendre. Et on a vu, autant les derniers temps, on avait tendance à rouler à la fois pour Magnier et à la fois pour Stuyven, ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle de diviser presque l'équipe en deux. Là, ça a été bien différent, c'est-à-dire que Stuyven, c'était le leader. Magnier, il a roulé sur les 100 premiers kilomètres. On l'a vu plusieurs fois à l'avant du peloton, plusieurs fois protéger son leader Jasper Stuyven. Voilà, il a fait le job, et après Stuyven, bah, il était dans le bon groupe de 16. Après, derrière, de toute manière, on voyait pas Stuyven aller accompagner les meilleurs, mais je dirais que c'est le meilleur des autres, avec Pedersen. Mais voilà, c'est le meilleur des autres. Alors certes, il finit à 4,28, hein, mais bon, il bat Vermeersch, il bat Mohoric. Donc ça, c'est quand même bien aujourd'hui de sa part, et puis ça montre que dans le final, il a été efficace, parce que il colle une minute à la porte, hein, donc c'est pas négligeable. Donc non, non, il a été très bon. Voilà, donc on peut être satisfait. Voilà, je pense complètement du côté de la Soudal Quick-Step. Je pense on pouvait difficilement faire mieux du côté de cette équipe. Je voulais même voir du côté de la Soudal Quick-Step. Ouais, Van Barle fait 30. Voilà, donc on en passe 2 dans les 30. Et Magnier est 36 et Van den Bosch est 47. Il y a certaines années où 4 coureurs dans le top 50, on n'y arrivait pas chez Soudal Quick-Step. Hein. Donc il y a quand même du mieux sur cette équipe de Flandrienne. Et tous les coureurs ont fini, je crois. Hein. Oui, parce que là, il n'y en a que 6 moi dans mon classement. Il était peut-être pas encore à jour. Mais du côté de la Soudal Quick-Step, il y en a au moins 6 qui ont fini. Donc, ouais, il n'y a que Van Gestel qui a abandonné. Donc, ils sont 6 à avoir fini. Donc, ça aussi, c'est plutôt une satisfaction du côté de l'équipe Soudal Quick-Step. Là, on a été bon dans cet exercice-là. On finit avec un dernier coureur top, c'est Pedersen. Ouais, pour moi, je m'attendais pas à ce qu'il tienne les 280 km, parce que j'avais trouvé sur les courses précédentes, à chaque fois il en manquait, à chaque fois il était limite en fait sur la dernière heure de course. Je trouvais à chaque fois qu'il en manquait sur la dernière heure de course. Pour moi, c'était le poignet. C'était le poignet qui était pas remis. Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, les jours précédents, il y avait 2 bandes de tapping énormes au niveau du poignet. Elles étaient colorées, zébrées, donc on les voyait là. Il n'y avait plus de tapping aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que peut-être il n'y avait plus de douleur pour Pedersen, ou il avait moins peur d'aller charger sur son poignet. Et voilà, le poignet c'est important pour un coureur cycliste. Hein. Les bras, notamment en montée, ça permet de tirer sur le guidon. Si vous pouvez pas tirer sur le guidon, c'est compliqué. Et puis ça permet sur les pavés d'être très sur l'arrière et donc de motricer mieux, de tirer un petit peu sur le guidon. C'est très important sur les pavés en montée. Pedersen, peut-être qu'il pouvait pas le faire sur les courses précédentes. Ce mouvement-là, peut-être que ça le gênait, il y avait des douleurs. Les douleurs sont peut-être passées. En même temps, ça fait maintenant, ça va faire 8 semaines que la blessure, que sa chute s'est déroulée. Donc voilà, ça s'est peut-être au fur et à mesure quand même consolidé. Alors il en manque encore un peu physiquement, mais là aujourd'hui, est-ce que même à 100%, il aurait été en mesure de suivre les 4 de devant? En gros, bah, difficilement quand même, hein. Quand tu vois comment ça s'est couru. Donc qu'il soit déjà 5e, quand tu sais que comment s'est déroulé jusqu'à maintenant sa saison, c'est le 2e monument de l'année, c'est le 2e monument, il fait un top 5. Bah, bon. Parfois, faut savoir se contenter de ce genre de choses. Moi, je pense que Pedersen peut être satisfait de ce genre de choses, en sachant qu'en plus, il était seul très vite, parce que Vacek a jamais réussi à revenir dans le Molenberg. Donc, en gros, il n'avait pas d'équipier. Son équipe était assez faiblarde, quand même. Hein. On n'a jamais vu Krag Anderson, par exemple. Donc, je me dis, bah, c'est pas si mal, au final. Alors oui, Pedersen, il aurait voulu peut-être gagner. Il aurait peut-être voulu finir sur le podium.
Mais ça montre que là aussi, la forme revient de plus en plus du côté de Mats Pedersen. La semaine prochaine, il y a un truc qui s'appelle Paris-Roubaix. Je me dis que Paris-Roubaix, ça va peut-être se regarder un peu plus. Je suis pas sûr que Van Der Poel relaie, hein, par exemple, un Pogacar. Ça va peut-être être plus tactique. Et puis, il y aura Ghana, il y aura Pedersen, donc un peu meilleur. Il y aura Van Aert, qui sera peut-être plus à l'aise également. Bon, il y aura peut-être des choses à jouer sur Paris-Roubaix. Parce que là, Van Der Poel, il s'est quand même pris une claque aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il va relayer de nouveau sur Paris-Roubaix. Et puis on sera pas dans les mêmes circonstances de course, en sachant qu'il aura Philipsen en plus. Il aura une solution au sprint. Que là, il n'avait pas de deuxième choix. Il n'y avait pas de Tibor Del Grosso, il n'y avait pas de leader de rechange chez Alpecin. Ça va peut-être aider également. Hein, donc on verra comment ça se passera. Mais Pedersen, ouais, je le trouve de mieux en mieux. Enfin là, j'ai vraiment bien aimé. Et s'il y a plus de douleur au niveau du poignet, ça va être intéressant pour la semaine prochaine. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Avant de commencer avec les bonnets d'âne, on va regarder déjà le score. Le classement des coureurs qui n'étaient pas dans la première échappée et qui ont fait le meilleur résultat, donc du groupe qui était piégé dans le Molenberg. Celui qui a fait le meilleur résultat, c'est Aimé de Rent, qui a fini 12e, devant Nezen 13, Pity 14, Segard 15e, Madouas 16, Agonas 17e. C'est le beau vélo qui a fait ce classement. Et à l'inverse, De Wolf n'a fini que 42e alors qu'il était dans le groupe au Molenberg. Et surtout, Trentin est tombé, Sheffield aussi, il semblerait. Trentin aurait été emmené à l'hôpital, pour l'instant on n'a pas plus d'informations là-dessus, on ne sait pas où il est tombé. Mais voilà, du côté donc de Trentin, qui était plutôt bien positionné, qui était bien parti, je pense, pour faire un top 10, encore une fois, sur cette campagne de classique, mais qui est tombé. On passe au bonnet d'âne du jour, pour moi, Alpecin. Oui, Alpecin, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'équipe Alpecin, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que Van Der Poel s'est retrouvé très vite seul. Il y a eu un peu Sénéchal, mais ça n'a pas duré très longtemps. Au final, Didier, l'avoir mis en avant-course, ça servi à rien, parce que c'est l'un des premiers à être lâché de l'échappée matinale. Quand le groupe Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel revient. Et là, je me dis, mais vraiment, Alpecin, il y avait personne. Alors, c'est vrai que à l'intersaison, ils ont perdu pas mal de monde, notamment Gianni Vermeersch. Là, c'était quand même extrêmement compliqué aujourd'hui. Certes, Van Der Poel s'est pris une claque dans la tête. Pour moi, il s'est pris une claque dans la tête aujourd'hui, parce que contrairement à l'édition 2000, à d'autres éditions, et puis même par rapport au Milan-San Remo, là, vraiment, il y avait un monde d'écart entre les deux. Pogacar était au-dessus, lui, il y avait pas grand-chose à faire. Et pourtant, on peut pas dire que Van Der Poel est mal couru, parce qu'il s'est même plutôt caché, Van Der Poel. À la fois au Molenberg, il n'est pas totalement devant, mais même au deuxième passage, pardon, du vieux Quarmont, pardon, il est un peu derrière. Et pour moi, il observe un peu la situation, mais le problème, c'est que ça accélère à ce moment-là et qu'il est un petit peu trop loin. Et qu'il a plus d'équipier. Et ça a été le vrai problème aujourd'hui. Ça a été l'équipe Alpecin. À la fois, elle n'a pas eu d'équipier pour l'entourer, contrairement à Red Bull, contrairement à Pogacar, contrairement à Van Aert. Les trois, ils ont été accompagnés de Laporte, de Gianni Vermeersch, de Florent Vermeersch. Voilà, dans le groupe de 28. Donc eux, ils avaient... Même Mohoric, il avait un équipier. Il avait Gradec, qui est resté longtemps, qui était dans l'échappée matinale, mais qui a résisté longtemps. Il y avait Pedersen, qui était seul, en gros. Mais on peut pas dire que le Lidl Trek ait fait une grande campagne de classique. Et Alpecin. Alpecin, il y avait personne avec Van Der Poel. Didier est lâché très vite. Et puis, à la fois Sénéchal, mais même les autres, on les a pas vus de la journée, quasiment. Et ça, c'est un vrai problème. Et surtout, contrairement à Paris-Roubaix, on espère qu'il y aura la possibilité de jouer avec Philipsen, le fait de ne pas avoir pris Del Grosso, alors c'est vrai qu'il est peut-être encore un peu léger pour ce type de course, mais il n'y a pas un autre coureur
qui peut chez Visma, ils ont Laporte, Van Aert, et encore, Hagenès, qui avait eu un problème mécanique et qui aurait peut-être un peu plus pesé sur la course. Mais Alpecin, ils ont que Van Der Poel. Et à son bord de l'arrivée, il est tout seul. Il n'y a déjà plus personne autour de Van Der Poel. Ça, c'est quand même un vrai problème aujourd'hui. C'est quand même une équipe qui mise énormément sur cette période du mois de mars, du mois d'avril. Je le dis toujours, mais c'est vrai que cette période de classique, jusqu'à Paris-Roubaix, c'est une des périodes majeures de l'équipe. Ça doit être 30-40% des points UCI sur les dernières années qui ont été accumulés dans cette période-là. Le fait d'être aussi peu acteur de la course, alors qu'il y a 3-4 ans, ils arrivaient quand même à entourer un peu Van Der Poel, l'équipe a quand même a bien dégringolé quoi, en termes de niveau, si on compare 2024, 2023, des années précédentes, sur ce type d'épreuve. Et c'est vrai que là, au final, il n'y a plus grand monde. Moi, le vrai flop aujourd'hui, c'est de me dire qu'Alpecin n'a pas du tout existé sur cette course. Il y a des équipes, on a vu un meilleur collectif. La Groupama FDJ, par exemple, alors qui était distancée dans le Molenberg, mais il y avait plus de collectifs que du côté de l'Alpecin. Ça, c'est quand même inquiétant pour cette équipe. C'est vraiment inquiétant. Il va falloir peut-être recruter un petit peu quand même à l'intersaison, avoir des équipiers autour de Van Der Poel, parce que là, c'était un peu léger quand même. Ou trouver des nouveaux talents. Mais il va falloir. Il va falloir peut-être mettre la main au porte-monnaie du côté d'Alpecin. Mais après, il faut rappeler qu'Alpecin, ça doit être un budget aux alentours de 25-30 millions d'euros. C'est la moitié de UAE, de Van Aert, de la Visma et de Red Bull. On parle aussi d'une équipe qui n'a pas le même budget du tout. Du côté de Van Der Poel, est-ce qu'il fallait relayer? Deuxième volet de ce flop. Moi, je pense pas, mais à 50 bornes de l'arrivée, pour moi, Van Der Poel, il sait qu'il pourra pas lutter pour la victoire. Pour moi, il le sait. Il le savait déjà même d'avant, parce que quand vous entendez son interview d'avant-course, pour ceux qui ont regardé la course sur Eurosport, c'est assez terrible quand même. Il y a presque un aveu de défaite avant même le départ de l'épreuve. C'est assez troublant ces propos quand même. Si vous regardez l'interview, tu sens qu'il est, il est pas trop dans l'idée de gagner en fait. Il pense déjà qu'il va être battu. Et après, pour moi, à 50 bornes de l'arrivée, premier passage, plus de 50 bornes de l'arrivée, même premier passage vieux Quarmont, il sait qu'il jouera pas la gagne. Il le sait. Sur la deuxième partie de montée, il tient pas la cadence. Voilà. Donc, je pense qu'après, il s'est mis dans la tête, faut peut-être mieux jouer la deuxième place. Remco, en plus, s'accroche. Je vais passer des relais pour aller chercher cette deuxième place parce que je me dis, sur le plat en fin de course, si je suis avec Remco Evenepoel, déjà on va peut-être se regarder, donc Van Aert va peut-être revenir et je suis pas sûr de tenir la cadence sur la fin de course. Donc je vais rester avec Pogačar, je vais passer de temps en temps des relais pour éviter qu'il me fusille, mais je sais très bien dans ma tête que je fais ça pour la deuxième place, pas pour la victoire. Je pense qu'il le savait dès plus de 50 bornes de l'arrivée. Je pense qu'il sait déjà qu'il va pas gagner. Donc c'est pour ça qu'il passe des relais. Alors est-ce que c'est la grande interrogation? Est-ce que si Remco Evenepoel était revenu, est-ce que ça se serait regardé en ayant un poids mort comme Remco Evenepoel qui, je pense, aurait peut-être pas passé de relais avec les deux autres? Mais Van Der Poel aurait peut-être été fusillé dès le Koppenberg. Et après, ils auraient peut-être vu le retour de Pedersen et de Van Aert. Et il n'y aurait peut-être pas eu de podium ce soir. Donc c'est difficile à dire si c'était une bonne idée de relayer pour Van Der Poel. Mais moi je pense qu'il savait qu'il y avait trop de différence de niveau par rapport à Pogačar aujourd'hui et que c'est une deuxième place. Ouais, on a joué la deuxième place parce que de toute manière,
dans beaucoup de scénarios, Pogačar gagnait quand même. Même si tu avais un retour de Van Aert, de Pedersen, à la fin, je pense que Pogačar gagnait, vu que c'était le plus fort. En fait, il faut comprendre, c'est que le Tour des Flandres, alors certes, il faut pas avoir de problème, mais si tu es vraiment le plus fort, le parcours te permet de t'imposer sans trop de soucis. C'est pas Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, vous avez parfois des cas où le plus fort ne s'est pas imposé, et très souvent même, le plus fort de la journée n'était pas vainqueur à l'arrivée. Sur le Tour des Flandres, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors il y a le cas Chavanel, battu par Nick Nuyens, et c'est vrai que ce jour-là, je pense que Chavanel était le plus fort, mais on a mal couru du côté de la Soudal Quick-Step. Mais Stepstra aussi, qui était peut-être pas le plus fort quand il s'était imposé, mais très souvent quand même, c'est le plus fort qui s'impose. Bettiol, quand il gagne, il était le plus fort ce jour-là. Asgreen, il était très fort ce jour-là aussi. Voilà, c'est plus compliqué quand tu fais pas partie des meilleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y avait trop d'écart de niveau entre Pogačar et Alpecin pour pouvoir jouer tactique. Ça sera différent à Roubaix. Roubaix, c'est différent, c'est pas la même course. Deuxième bonnet d'âne, certains vont dire « T'es sévère, t'es horrible avec lui, Van Aert ». Bah oui, parce que il a pas bien couru en fait, Van Aert. Il a des super jambes, on est d'accord là-dessus. Il est en forme, on est d'accord là-dessus. Est-ce que même en courant correctement, il aurait pu aller chercher la victoire? On est d'accord que non. Par contre, la place de Remco Evenepoel, elle était peut-être prenable. Elle était peut-être prenable, la troisième place. L'écart avec Remco Evenepoel, 7 minutes d'écart, qui a un peu fluctué ensuite, mais au moins c'est 30 secondes d'écart au tout début, elles sont dues à plusieurs éléments. Molenberg, il est super mal placé. Il est super mal placé. Il est même mal placé dès le Hülkenberg. Hülkenberg, il est obligé de faire un peu une manœuvre catastrophe. Il y a un virage sur la droite, il passe à l'intérieur, il joue épaule contre épaule, parce que déjà, il est mal placé dans le Hülkenberg. Alors heureusement, la course se déclenche pas dans le Hülkenberg, mais Hülkenberg mal placé. Molenberg, 20 km après, même pas 20 km, je pense, entre les deux, 15 plutôt. Molenberg, heureusement qu'il a fini, hein. Parce que à 1 km 200, il est 60e, hein. Il est dans la cassure, hein. Heureusement qu'il a fini, qu'il le remonte le long du vent, ça l'a énormément aidé. Je pense également, avant le mur de Grammont, premier passage, heureusement qu'il y a Axel Zinglet pour le remonter aussi à ce moment-là. Au moins dans la première moitié du peloton. Ça fait déjà 2 fois. Trop souvent, il a été mal placé. Et même quand il y avait le groupe où il n'y avait plus que 20 éléments, là encore, il arrivait à être mal placé. Alors qu'ils étaient plus que 20. Ils étaient plus que 20. Et il était mal placé aussi. Trop souvent, Van Aert a été mal placé. Pour moi, il a les jambes pour gagner Roubaix. Je vous l'ai dit il y a déjà plusieurs jours. Par contre, il faudra être placé dans les montées. Enfin, dans les montées, dans les secteurs pavés plutôt. Parce que les montées à Roubaix, il y a des secteurs clés, il faudra être bien placé. À Roubaix, c'est encore plus la guerre. Et les débuts de secteur se font encore plus vite et parfois ça frotte même une fois entré dans le secteur. Alors qu'au Tour des Flandres, normalement, une fois que vous êtes rentré dans le secteur, ça frotte plus des masses. Là, il faudra que Van Aert soit meilleur. Parce que sinon, il ne gagnera pas Roubaix. Hein. Il finira 35e, 40e, 50e. Il y a trop souvent, il a été hors du jeu parce que mal placé. Ce qui veut dire également que Zinglet, l'effort qu'il fait à 150 bandes de l'arrivée, ensuite on le voit plus Zinglet parce qu'il est cramé. A fini l'effort qu'il fait avant de Molenberg, après on le voit plus non plus, il est cramé. Le seul qui a pas fait d'effort au final pour Van Aert, c'est Laporte. Mais si Laporte avait dû faire un effort, il aurait été cramé aussi. Il a consommé des équipiers inutilement, Van Aert. C'est ça qui est un peu triste quand même dans l'affaire. Il a consommé de l'énergie inutilement, mais également des équipiers inutilement. Et on se dit quand même que sans cette énergie consommée, peut-être qu'au sommet du deuxième passage du Vieux-Cormont, il arrive à tenir la cadence, et peut-être qu'ensuite, il se bat pour le podium avec Remco Evenepoel, et pas pour la 4e place. C'est ça qui est frustrant. Parce que
vu les multiples erreurs qu'il fait, la 4e place est une belle récompense. Il y a énormément d'erreurs aujourd'hui du côté de Van Aert. Il n'a pas couru du tout, comme le disait Steve Chenel, au millimètre. Il y a beaucoup trop d'erreurs pendant la journée. Et pour moi, déjà, je l'avais dit, certains n'étaient pas d'accord, pour moi, déjà Milan-San Remo, Imperia, il est trop loin. Pour moi, il n'est pas premier rang, il est deuxième rang. Quand tu es deuxième rang, quand tu suis le train d'une équipe, tu es déjà trop loin Imperia. Donc, pour Paris-Roubaix, parce que je pense que beaucoup aimeraient la victoire de Van Aert, je pense que pas que Steve Chenel, il faudra courir au millimètre. Surtout que je pense que Roubaix, moi je pense que ça va être plus tactique. Roubaix. Alors je suis peut-être, voilà, c'est peut-être illusoire ma vision, peut-être que Pogacar sera au-dessus, mais encore une fois, comme je vous le disais, même un mec qui est au-dessus du lot gagne pas forcément à Roubaix. Par exemple, Stuart O'Grady, l'année où il s'impose, Cancellara est au-dessus du lot. Et pourtant, Stuart O'Grady gagne. Donc, c'est peut-être Vermeersch qui va gagner. C'est peut-être Laporte qui va gagner Paris-Roubaix. Van Semmeren, c'était absolument pas le plus fort. Bäckstedt, par exemple, était pas le plus fort. L'année d'après ou 2 ans après, il est plus fort, Bäckstedt, que l'année où il gagne Paris-Roubaix. La stratégie est importante à Roubaix. Hein. Tu peux te faire piéger sans le vouloir. Donc, Van Aert, il peut faire un résultat. Mais pour ça, il faudra bien courir et il faudra pas se faire piéger. Là, la manière dont il a couru aujourd'hui sur le Tour des Flandres, à Paris-Roubaix, ça passera pas du tout. Hein. Ça sera pas top 10. Hein. Donc, il faut vraiment qu'il améliore ça. 3e coureur bonnet d'âne, Abrahamsen. Les courses pavées, il faut parfois avoir de la chance, parfois réussir à mettre ses roues au bon moment. Abrahamsen, pas de chance, il crève avant le Molenberg. Donc il crève vraiment au pire moment. Vraiment, voilà, hein, à 100, il doit crever à 107 bornes de l'arrivée. Molenberg, c'est 105 ou 104. Bon, en 3 km, il est parvenu. Il nous a pas fait une Ghana, certains diraient. Il n'arrive pas à réussir à rentrer. Par contre, moi, ce qui m'a surpris pour Abrahamsen, c'est l'après. Alors certes, ça a été peu diffusé à la télévision. Mais Abrahamsen, aujourd'hui, il ne finit que 26e. Alors, ça veut dire que donc les jambes étaient peut-être pas forcément exceptionnelles, mais pour moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que Abrahamsen, il n'y avait pas de collectif autour de lui aussi. C'est-à-dire, je vous parle souvent lors des présentations de saison du collectif de la Uno X que du côté viking de cette équipe. Là, aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Notamment les quelques images qu'on a eues du peloton de battu. On n'en a pas eu 150 d'images du peloton de battu, mais on voit Flanders rouler, on voit Pinarello rouler, on voit Groupama rouler. On ne voit jamais Uno X rouler. On voit la EF rouler avec Casper Asgreen. On voit plein d'équipes rouler, jamais la Uno X. Et quand on regarde à la fin, bah c'est peut-être parce qu'il y avait personne, au final déjà à ce moment-là, ou que les coureurs étaient fatigués, c'est vrai, du côté de cette formation, avec un Warren Schkol qui a abandonné assez vite. Au final, hein, il abandonne dès le premier passage du vieux Quarmont. Et pour moi, c'est un peu une déception quand même hein, pour la Uno X. La manière dont cette équipe n'a pas vraiment existé. Alors, moi j'aurais aimé quand même avoir des meilleures images. Là aussi, on peut saluer la réalisation. Bah parce que la réalisation n'a pas été bonne. Ça me permet de parler de la réalisation, hein, de parler d'Abrahamsen, vous allez voir. La réalisation elle a été très mauvaise. Et il va falloir aussi que sur ces classiques-là, la réalisation comprenne qu'on peut pas seulement filmer les 3 premiers de la course pendant 50 bornes. C'est aussi, je pense, qui provoque chez certaines personnes l'ennui. Comme en Formule 1 à une époque, hein, je disais qu'à une époque, en Formule 1, on filmait que les 3 premiers, sauf qu'il y avait des bagarres pour les points, pour la 10e place, qu'on ne filmait pas, qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, ça a un peu changé en Formule 1, on voit beaucoup plus les bagarres, même du milieu de peloton. Bah là, le problème, c'est qu'on n'a jamais vu d'image des battus. On ne savait absolument pas ce qui se passait derrière.
C'est-à-dire qu'une fois les 60 derniers kilomètres, dans les 60 derniers kilomètres, on voit Remco, Pogacar, Van Aert Pedersen et Van Der Poel. On en voit 5. Le seul moment où on a vu le groupe des anciens coureurs échappés, c'est les deux Vermersch qui s'engueulaient. Ce groupe-là, on ne le voit pas. Donc Trentin, on ne sait pas comment il est tombé. Sheffield, on ne sait pas ce qui s'est passé non plus. Et encore plus, sur les revenants, c'est-à-dire les battus du Molenberg, eh bien on ne savait pas ce qui se passait. Il n'y avait pas d'image. C'est terrible. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'image. Bah oui, on peut pas mettre une moto partout, sinon ça modifierait la course, parce qu'il y aurait trop de motos, et ça impacterait les coureurs qui prendraient le sillage des motos. Moi, je voudrais dire à ces personnes-là que déjà, avec seulement 3 motocaméras moto, on a déjà des soucis d'équité des chances. Parce que c'est vrai que Remco Evenepoel, à plusieurs moments, il n'a pas de moto devant lui. Les deux de devant, Van Der Poel et Pogacar, ils ont des motos, eux. Et quand il y a un moment, ça joue à 3-4 secondes pour qu'ils reviennent, les motos ont eu un impact. Donc pour moi, je ne comprends pas comment en 2026, les réalisations de course doivent aussi se réinventer, au bout d'un moment réfléchir à comment on peut filmer quand il y a des situations, notamment sur les courses pavées, avec des bagarres derrière, parce que là, vraiment, à certains moments, enfin, à l'arrivée, il y a donc Aimé de Rent, et Aimé de Rent fait 12, Nason fait 13. Mais moi, je peux vraiment pas vous parler de leur course. Ils ont peut-être fait une course fantastique dans les 50 derniers kilomètres. Je peux pas vous en parler, j'ai pas vu d'image. Trentin, il a peut-être fait une erreur bête qui provoque sa chute. Je peux pas vous le dire, j'ai pas vu d'image. Bertrand Dagenais qui fait 17, il a fait peut-être une grosse fin de course avec Madouas ou avec Segart. Je peux pas vous dire, j'ai pas vu d'image. C'est quand même hyper frustrant pour les spectateurs de pas savoir ce qui se passe derrière. Alors je sais bien que c'est pas pour la victoire de la course, c'est même pas peut-être pour un top 5, mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant pour la suite de la saison, parce que là peut-être que Madouas, il a fait une super course, il était pas si mal positionné que ça à certains secteurs. S'il gagne Roubaix, il nous dira ah bah oui bah déjà en fait au Tour des Flandres j'étais très très bien, c'est vrai que moi dans le deuxième passage du Paterberg j'étais vraiment hyper bien physiquement. Bah on aura l'air con parce qu'on l'a pas vu son passage du Paterberg. Ça serait bien d'avoir une meilleure réalisation télé quand même, avec un peu plus de variation des plans. Ce qui provoquerait aussi peut-être moins d'ennui chez certains téléspectateurs, qui se disent, bah pendant 50 bornes, j'ai vu les 3 mêmes mecs à l'écran. Mais qu'auraient aimé voir un peu plus que ces 3 ou ces 5 mecs à l'écran. Qu'auraient aimé savoir ce qui se passait derrière. Donc, ça serait bien que les réalisations télé eh bien, comprennent qu'on a envie de voir également ce qui se passe derrière. Et je pense notamment à 75 bornes de l'arrivée ou à 60 bornes de l'arrivée, on aurait bien aimé voir comment se comportait le peloton. La dernière image qu'on a du peloton débattu, c'est un Flanders qui roule, avec un Pinarello Q36.5. Après, plus d'image. C'est quand même triste. Donc j'espère que sur d'autres courses, on arrivera à rectifier ce tir-là. Parce que c'est vrai que c'était un vrai problème. Et puis je termine avec Fred White. Oui, non, c'était pour vous dire, Fred White, c'est quand même la déception de cette campagne de classique, je pense, un peu quand même. Parce que Fred White, il a changé d'équipe, il est passé chez Pinarello. Chez Pinarello, bon, on sait très bien que Pidcock fait plus les classiques, parce qu'il y avait un débat ce matin sur Eurosport, on disait les mecs, vous vous souvenez que Pidcock, je crois son meilleur résultat c'est 14e, ce qui est pas dingue, parce qu'il est trop petit, il est trop léger surtout sur les pavés, il a pas la puissance pour être bien performant sur les pavés, l'an dernier on l'avait vu sur Roubaix, il avait pas été très efficace dans l'exercice, même s'il est bon en cyclocross, il est pas bon sur les pavés. Et il a tenté en début de saison, je sais plus, il avait pas fait le Het Nieuwsblad, où il n'a pas été fulgurant non plus sur cette épreuve, ça convient pas à ses qualités. Voilà, hein, tout le monde peut pas être efficace sur tous les terrains du monde.
Donc je me disais, quand il a rejoint l'équipe, Fred White, je me disais, c'est vrai que chez Bahreïn, bon, la dernière année n'était pas forcément exceptionnelle, mais là, chez Pinarello, il va se relancer, et puis en plus, il a un boulevard, quoi. Il a un boulevard, Aimé de Rent va être un bon équipier, Frédéric Frison aussi, et puis bah, il pourra jouer sa carte sur ce type de course en numéro 1. Bon, bah aujourd'hui, il fait 74e, et puis il n'a pas été très efficace depuis le début de saison. C'est triste parce que c'est vrai que Fred White, on se souvient quand on l'a vu, c'était sur le Tour de France 2022. Voilà, ça remonte déjà quand même, 2022. À l'époque, quand on le voit arriver, moi je me dis tout de suite, oulala, lui il a le profil pour aller faire des très gros résultats sur les grands tours, dans des échappées. Mais surtout, je me dis à ce moment-là, il va pouvoir gagner des classiques. Je me dis, il a le profil pour aller chercher des classiques. Et assez vite, en plus, il a des résultats sur les classiques pavés. Donc là, je me dis, ah bah c'est pas mal. Tu vois, il va pouvoir vraiment être efficace, parce que 2022, c'est pas en 2022 où il fait déjà 20e du Etnius-Blatt et 7e du Tour des Flandres. Donc je me dis à ce moment-là, bon, 7e du Tour des Flandres, c'est quand même quelque chose. Mais depuis, bah, c'est assez épisodique. Hein. Alors il y a quelques fois, l'an dernier, il fait 4e du René Wii Tour, par exemple. Bon, en étant 6e à Gerardsbergen. Ok, super. Tour de Grande-Bretagne, il fait 3e de l'étape de Cardiff. Ok, dans l'échappée. Mais c'est 7e de la Copa Berniochi. Mais c'est maintenant devenu hyper épisodique, quoi. C'est 9e de Paris-Roubaix, mais c'est pas régulier. Et là, c'est vrai que cette année, sa campagne de classique, elle est vraiment nulle part. Son meilleur résultat pour le moment sur cette campagne de classique, c'est 51e du Grand Prix E3. 51e du Grand Prix E3. Il y a un seul top 5 et 2 top 10. C'était sur le Tour d'Andalousie. Mais sur ces courses-là, il n'a absolument pas existé. Et c'est quand même triste parce qu'il change d'équipe. Moi, je me disais, il allait rebondir. Bon, voilà. En plus, ces derniers mois, c'est vrai, chez Bahreïn n'était pas si mauvais que ça. J'avais oublié. Mais bon, voilà. Il a été assez transparent sur cette campagne de classique. On verra sur Roubaix s'il arrive à sauver la situation. Mais j'y crois pas des masses. Bon, et ben voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans les commentaires, dans la description plutôt de la vidéo, les 70 premiers du classement. Vous avez également les différents chapitres. Et puis bien nous, on se retrouve pour faire le débrief de la course féminine. Et puis demain, également, Tour du Pays Basque contre la montre pour démarrer cette épreuve du côté de l'Espagne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.